Alors demain soir, fin d'une année 2015 dont on va maintenant s'arrêter sur ce qu'elle aura été en Israël. Une année marquée par les élections, la victoire de Netanyahou, mais aussi par le déclenchement d'une nouvelle vague de terreur qui se poursuit. Attaque au couteau, à la voiture bélier, depuis maintenant plus de 3 mois. Résumé en images avec Maxime Pérez. En Israël, l'année 2015 s'achève comme elle avait débuté, par des tensions à la frontière nord du pays. L'élimination en Syrie de Samir Kuntar, attribuée à l'aviation de Tsahal, a ravivé les tensions avec le Hezbollah et la crainte d'une troisième guerre du Liban. Mais aux menaces de riposte de son chef Hassan Nasrallah, les responsables israéliens répondent avec agressivité. L'armée achemine des renforts et se prépare à toute éventualité. Autre temps fort du début de l'année, le discours de Benjamin Netanyahou devant les représentants du Congrès à Washington le 3 mars. Sa dernière carte pour tenter de faire capoter un accord sur le nucléaire iranien avec les grandes puissances. Mes amis, pendant plus d'1 an, on nous a dit qu'un non-accord était préférable à un mauvais accord. C'est un mauvais accord. Le monde se portera mieux sans lui. Son allocution accroît le malaise avec l'administration de Barack Obama et lui vaut également des critiques sur la scène intérieure en Israël. Cela ne l'empêche pas de triompher lors des élections législatives du 17 mars. Bibi décroche un 4e mandat comme Premier ministre. Le scrutin voit aussi la liste arabe unifiée se hisser comme 3e force politique du pays, avec 13 sièges à la Knesset. Fin avril et début mai, l'agression d'un jeune Éthiopien par un policier déclenche un mouvement de colère de la communauté Falacha, qui se dit victime d'un racisme d'État. Ceux qui sont faibles sur la terre d'Israël n'ont pas de raison d'être. Nous sommes en 2015 et nous souffrons du racisme. Un racisme latent et ça doit s'arrêter. Des manifestations éclatent dans tout le pays, parfois violentes, jusqu'au cœur de Tel Aviv, dont le centre-ville se transforme le temps d'un soir en un véritable champ de bataille. Benjamin Netanyahou tente de calmer le jeu en accueillant Sam Spakada, quelques jours après son agression. Fin juillet, c'est la communauté homosexuelle qui se mobilise pour dénoncer l'attaque au couteau menée quelques jours plus tôt contre la Gay Pride à Jérusalem. Une jeune femme est tuée et plusieurs autres personnes blessées par un religieux fanatique connu des services de police. Les flammes de la haine et de la violence se sont propagées dans notre pays. Les flammes de croyances fausses et déformées. Ces flammes ont provoqué une effusion de sang au nom de la Torah, au nom de la moralité, au nom de l'amour pour la terre d'Israël. Le 31 juillet, l'actualité est aussi marquée par un autre crime de haine, l'incendie d'une maison palestinienne dans le village de Douma en Cisjordanie. L'attaque, attribuée à des jeunes juifs radicaux, fait 3 morts, dont un bébé de 18 mois. Vague d'indignation dans le monde et en Israël où la classe politique de gauche à droite condamne l'attentat sans ambiguïté. Parallèlement, les tensions grimpent sur le mont du Temple où se trouve la mosquée Al-Aqsa. La visite de fidèles juifs parfois militants provoque des affrontements avec des jeunes lanceurs de pierres. La police intervient à plusieurs reprises et Israël est pointé du doigt par les Palestiniens et les pays arabes de la région. L'État hébreu réaffirme son engagement, règle du statu quo et la situation finit par se calmer. Mais début octobre, c'est l'explosion. 2 jeunes Palestiniens lancent l'intifada des couteaux en s'organisant sur les réseaux sociaux. Leurs attaques ciblent des juifs autour de la vieille ville de Jérusalem. Mais les tensions se répandent aussi à toute la Cisjordanie et aux quartiers arabes. Si bien que la police israélienne décide de boucler les entrées est de Jérusalem. Les attaques à l'arme blanche et à la voiture bélier se multiplient. Parfois aussi des attentats à l'arme automatique. En 3 mois, ces violences ont coûté la vie à 25 Israéliens et ont fait des centaines de blessés. L'année 2015 s'achève avec le procès d'Ehud Olmert. En appel, l'ancien Premier ministre voit sa peine réduite de 7 ans à 18 mois de prison pour des affaires de corruption. Après l'ancien président Katsav, c'est une autre figure politique majeure qui se retrouve incarcérée. De prison, l'ultra-orthodoxe Aryeh Deri en est sorti en 2002. Il vient d'être nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Netanyahou. Voilà, politique et évidemment situation sécuritaire, tout cela est intimement lié. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Gilles-William Golnadel, vous êtes avocat, président de France-Israël. Et on est avec Nissim Zvili, bonsoir, ancien ambassadeur d'Israël en France, ancien député également à la Knesset. Est-ce que vous avez l'impression que cette année a été
une bonne année pour Israël sur un plan au moins ou pas? Ou est-ce que c'est une année marquée par des drames comme, hélas, beaucoup d'années dans ce pays? D'abord, je voudrais dire qu'il ne faut pas oublier qu'on doit célébrer le 48e anniversaire de l'occupation des territoires palestiniens, de la domination de notre peuple, de notre éloignement des valeurs de base du sionisme, du judaïsme et de l'idéologie de la création d'un État d'Israël. Pour moi, c'est ça l'élément clé pour l'avenir de l'État d'Israël. À part ça, c'est pas seulement la dernière année. Je peux pas juger aujourd'hui un gouvernement qui est en place seulement 6 ou 8 mois. C'est pas ce qui est important, mais il faut seulement constater les faits. Ok, rien que les faits. 2015. D'abord, l'insécurité dans l'État d'Israël est arrivée à des dimensions effrayantes. Plus, je crois que 28 morts. 25, selon combien 25, si on compte celui qui est décédé 26 avec celui d'aujourd'hui. Mais je parle encore de ça veut dire que ceux qui nous ont assuré ou bien nous ont promis la sécurité de l'État d'Israël, ils ne réussissent pas à lutter contre le terrorisme islamiste. Ok, on reconnaît ça, c'est un problème qu'on a connu depuis déjà plusieurs années. Deuxièmement, si je passe du niveau sécuritaire au niveau politique, jamais l'État d'Israël n'a été aussi isolé dans la communauté internationale. On a tellement réussi qu'aujourd'hui, l'Iran est courtisé par toute la communauté internationale et Israël est complètement isolé. Le troisième élément, l'élément économique et social. C'est très difficile de devenir le champion du monde libre et démocratique de tous les pays de l'OSCE, dans lequel le taux de pauvreté est le plus élevé. 20% de la population israélienne vit au-dessous du taux de pauvreté. 700 000 enfants vivent au-dessous du taux de la pauvreté. Ça veut dire que si on aurait été capable, je ne parle pas maintenant des échecs internationaux, ce n'est pas important. Si on aurait été capable de trouver un équilibre entre nos besoins sécuritaires et nos besoins sociaux, ça veut dire que de s'investir aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé rien que pendant cette semaine. Des milliards de shekels du budget national de l'État d'Israël sont passés à l'armée, au ministre de la Défense, zéro aux besoins sociaux et économiques. Je vais me poser une seule question, ok? Est-ce qu'on peut se permettre, dans un peuple, dans une société qui est tellement 8 millions d'habitants, 7 millions de juifs, est-ce qu'on peut se permettre un tel taux de pauvreté? Est-ce qu'on peut se permettre des écarts sociaux aussi énormes, les plus larges au monde, presque le deuxième, je crois, après le Mexique? On est au plus large au monde, en Israël, un pays qui a été créé il y a 67 années, sur les bases de la volonté de créer une société dans laquelle il y a des valeurs de base qui sont les plus importantes, et je regarde les résultats. Et ce n'est pas dû seulement aux 6 mois de ce gouvernement. C'est un très long processus, il est dû à d'autres éléments, mais pour moi, l'élément clé, c'est la continuation de l'occupation dans le pire de mes cauchemars. Il y a 20 ans, quand j'ai lutté à Jérusalem, quand j'ai fait la guerre de Jérusalem, dans toutes ces guerres que j'ai participé, jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer qu'après 48 ans d'occupation, on sera encore dans cette situation. Alors, est-ce que vous dressez, vous, le même constat, vu de l'extérieur, peut-être, Gilles William Goldnadel? Non, enfin, le constat, sur le plan économique et sur le plan des inégalités sociales, je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, lorsqu'on crée un État et un État juif, on ne peut pas accepter des différences et des inégalités, quelle que soit d'ailleurs la politique libérale qu'on peut mener.
Pour le reste, je ne suis pas du tout d'accord avec mon ami Nissim Zvili, mais pas du tout d'accord. Je ne sais pas ce qui caractérise son discours. Est-ce que c'est l'irréalisme ou est-ce que c'est l'injustice par rapport à la politique menée par ce gouvernement-là? Je ne sais pas, mais peu importe. Mais toujours est-il que d'abord, quel que soit le regard que l'on porte sur l'avenir des territoires controversés, faire porter, même si du point de vue de Nissim Zvili, il se lamente qu'il n'y a pas de règlement. Je crois que la gauche israélienne devrait être d'une beaucoup plus grande humilité. Parce qu'elle a échoué lamentablement, même lorsqu'elle proposait à nos adversaires pratiquement la restitution intégrale des territoires controversés. Donc, ne pas comprendre que, quel que soit le gouvernement, sa marge de manœuvre est très étroite et on peut parfaitement ne pas jeter un regard très sympathique par rapport à cette coalition très à droite. Il n'en demeure pas moins que nous avons un Premier ministre pragmatique et je suis bien persuadé que s'il avait eu en face de lui des gens qui sont moins dans l'irrédentisme et dans la culture mortifère de la violence, ça aurait pu changer. Ça, c'est ma première observation. Sur le bilan sécuritaire, pardon, mais enfin écoutez, c'est bien entendu dramatique ce qui se passe. Mais dire que sur le plan sécuritaire, on n'a jamais vu ça. J'ai trop le souvenir justement des années travaillistes à Oslo où c'était des bombes qui explosaient et c'était 28 morts par jour, malheureusement, ce à quoi on assistait. Et puis d'autre part, je ne vois pas pourquoi, indépendamment de la querelle israélo-palestinienne, où on a vu, et ça rien ne change, territoire ou pas territoire, même avant la création de l'État d'Israël, les islamistes étaient déjà, instrumentalisaient déjà l'affaire des mosquées pour faire monter l'antisémitisme, mais d'autre part, pourquoi voulez-vous que Israël déroge à la triste loi en ce moment de l'islamisme où on attaque au couteau, y compris dans les villes de France? Donc si on veut, et je comprends parfaitement qu'on puisse jeter un regard critique sur un personnel politique israélien que je trouve d'une rare médiocrité, sans parler du système électoral qui est pour moi criminogène. Mais moi qui ne suis lié à aucun parti, même si évidemment j'ai des idées différentes de mon ami Zvili, je ne peux pas accepter, par exemple, sur l'isolation du pays d'Israël. Le gouvernement israélien, quel qu'il soit, n'est pas responsable de BDS. Le gouvernement israélien, quel qu'il soit, n'est pas responsable de la politique calamiteuse d'un président américain qui a tourné le dos à tous ses alliés et pas seulement son allié israélien. Alors on a le droit effectivement de ne pas être extatique par rapport à la situation israélienne d'aujourd'hui. Encore une fois, qu'il n'y a pas une année qui ne soit pas difficile depuis la création de l'État. Mais lorsque je veux regarder tout cela, j'en veux énormément à nos adversaires. J'en veux énormément à l'attitude européenne mainstream médiatique qui, si elle n'était pas là, je pense, aurait beaucoup plus facilité les rapports israélo-palestiniens. Parce que, mettez-vous à la place d'un Palestinien moyen. Lorsque à l'étranger, on lui explique qu'il ne faut rien céder à ces salauds de sionistes, il faudrait qu'il soit un saint laïque pour que, justement, il ne soit pas encouragé dans la surenchère. Or, on a vu qu'ils ne sont ni saints ni laïques. Vous avez l'impression qu'on est non. Je voudrais dire à William quelque chose de très clair. Je n'ai pas essayé, vraiment je n'ai pas essayé, de faire une distinction politique. Ce que j'ai fait, c'est un constat de la situation. Vous m'avez posé la question sur 2015, et j'ai fait le bilan de 2015. En 2015 et 2014, il y a eu un terrorisme juif, un groupe terroriste juif qui a assassiné des Arabes et des Palestiniens parce qu'ils sont Arabes et Palestiniens. Et on ne va pas me raconter que ce sont une minorité stupide dans la population. Ils sont soutenus par 20% de la population israélienne. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut se permettre d'ignorer parce que William, c'est un grand démocrate.
il connaît exactement les dangers. Je n'ai rien dit sur la responsabilité de la droite ou de la gauche, parce que la gauche a une plus grande responsabilité que de la droite sur ce qui se passe dans les territoires, parce qu'à la place de trouver un plan, je dirais un plan d'essayer d'arriver à un accord pour résoudre le problème palestinien, on a traîné ce sujet pendant 40 ans. Je parle des résultats d'aujourd'hui. Les résultats d'aujourd'hui, on se trouve dans la pire des situations qu'on aurait pu se trouver. On parle du terrorisme. C'est sûr qu'il y a eu des attentats terroristes pendant le travaillisme, quand les travaillistes étaient au pouvoir. Je n'ai pas parlé de la droite au pouvoir. Quand Sharon était au pouvoir. OK ? Mais maintenant, ce qu'on ne comprend pas, et c'est ça le plus grave, c'est qu'on ne veut pas comprendre que c'est un terrorisme complètement différent. C'est la troisième... Attendez. Il est différent et beaucoup plus dangereux parce que c'est la troisième génération des Palestiniens qui se révoltent. Ils se révoltent contre leurs parents, ils se révoltent contre l'autorité palestinienne, ils se révoltent contre l'oppression, ils se révoltent contre l'occupation. Et nous, on continue à parler du terrorisme, des vagues de terrorisme organisées par le Hamas ou par le Fatah, par des mouvements. Ce terrorisme n'existe plus. On fait face aujourd'hui à un terrorisme complètement différent qui n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe. Rien à voir. Maintenant, pendant les derniers mois, on mobilise 10 000... Attendez, une minute. Quand pendant les derniers mois, on mobilise 10 000 policiers et militaires, 10 000 chaque jour, pour essayer de sécuriser la région de Jérusalem seulement, on comprend quel est l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas le Hamas. L'enjeu, ce n'est pas le Fatah. L'enjeu, c'est une révolte interne de la population, de la jeune génération, des femmes. Vous avez vu pendant les délais que vous avez vu combien de femmes, combien de jeunes, en même troisième génération, et tout ça, on essaye de cacher. Non, nous, ça n'existe pas. Moi, la droite et la gauche, William, ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de ce pays. Et l'avenir de ce pays est maintenant en danger. Parce que si on continue à rien faire, on va arriver à un État binational. Et quand on va arriver à un État binational, ça veut dire la disparition de l'État d'Israël comme l'État juif. C'est ce que vous essayez d'ignorer, et ça n'a rien à voir avec le gouvernement Bibi, ça n'a rien à voir avec la lutte de Bibi contre le terrorisme, s'il est nul ou il n'est pas nul. C'est pas important. L'important, c'est qu'on oublie le vrai enjeu. Et l'enjeu principal, c'est l'avenir de l'État d'Israël comme l'État juif. Et la droite israélienne et les partis religieux israéliens mettent en danger ce sujet. Pas d'autre. Il n'y a aucun autre problème. Alors, un mot sur la comparaison justement avec le terrorisme en Europe, et notamment à Paris. Vous pensez que ce ne sont pas du tout les mêmes situations? Les jeunes qui tuent ici, les jeunes qui tuent à Paris, n'ont rien en commun? Qu'il y ait une dimension palestinienne, arabe palestinienne dans ce qui arrive, bien entendu, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un tronc commun qui est islamiste, qui est antisémite, qui refuse de toute manière la présence des juifs sur une terre arabe et islamique, et ça, quel que soit le règlement territorial qu'on pourrait rêver, eh bien, ça n'est pas prêt de changer. Alors, si Nissim Zvili, dans sa mise au point, que j'ai effectivement veut, et qui ne vise aucun parti, veut me faire dire qu'il y a quelque chose de désespérant dans cette situation, malheureusement, je m'accorde avec lui. La différence, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Il peut effectivement penser que la droite nationaliste et la droite religieuse, en prolongeant le statu quo, fait un mauvais choix. Malheureusement, l'alternative est diabolique parce que la fuite en avant de la gauche encore sioniste pour tenter d'arriver à un accord avec des gens qui n'en veulent pas, qui ont décidé une fois pour toutes. Je ne m'en réjouis pas. J'ai aucun plaisir à vous le dire. Moi, j'étais pour Oslo. Moi, je n'ai pas la religion du territoire. Moi, je pariais sur la sagesse et sur la maturité d'une partie au moins du peuple arabe de Palestine. La grande différence, Nissim Zvili nous explique qu'il y a des terroristes juifs qui... Et, alors, je ne sais pas s'il y a même s'il y a une radicalisation
en retour d'une partie de la population juive israélienne. Je ne suis pas sûr de ces chiffres, mais peu importe. La grande différence qui existe, c'est que, en ce qui concerne le terrorisme juif, l'ensemble de la presse israélienne, l'ensemble du monde politique israélien le réprouve. La police les arrête, les Shin Bet les cuisinent peut-être comme on sait. Quelle différence avec le peuple arabe? Quelle différence avec le... Quelle différence? Pourquoi vous faites cette comparaison? Mais je vais te dire pourquoi. Mais moi, je ne veux pas être comparé avec le peuple arabe. Mais c'est parce que ce sont les partenaires que nous avons. Non, c'est pas la question. Pardon, lorsque la télé... C'est pas la question. Non, Nissim, je t'ai pas interrompu. Quand la télévision de l'autorité palestinienne, il y a 2 jours, à propos encore d'assassinat au couteau, tentative d'assassinat au couteau, ont expliqué, c'est pas des extrémistes, c'est la télé majoritaire de paraît-il l'autorité modérée, qu'ils ont assassiné au nom d'Allah en glorifiant leur geste, ça montre quel est le partenaire que nous avons en face de nous. Alors évidemment, on peut évidemment être désespéré, mais pour ma part, je ne prétends pas, je n'ai pas de pensée magique, je ne prétends pas avoir de recette. La seule chose qui continue malgré tout à m'agiter, c'est que je défends quand même un pays qui est largement composé de gens qui veulent la paix, qui refusent le terrorisme. Je suis certain que 90% de la population de ce pays serait d'accord pour un règlement définitif, quitte avec des sacrifices, pour autant que ce soit la vraie paix. Pour autant, à nouveau, qu'on ne nous refasse pas le coup de sacrifier notre glacis stratégique pour être à nouveau dans la situation dans laquelle les adversaires veulent placer les Israéliens. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique, Nissim Zvili. Vous savez quoi, Jean-Pierre, je suis complètement d'accord avec William. 20 secondes, allez-y. Non, je suis complètement d'accord avec William, je suis son analyse. Le résultat est clair. On ne croit pas qu'il y a un partenaire, on ne doit rien faire, on continue l'immobilisme politique. Ça mène à quoi? Ça mène à un État binational. Je suis complètement d'accord aujourd'hui avec Parter parce que William, il a peur, par exemple, de discuter avec le Hamas. Ça, c'est incroyable, c'est complètement inconcevable. Mais exactement son analyse, ça mène au désespoir qui dit qu'il n'y a pas d'avenir, que ça mène à un État binational. C'est ça le problème. Merci Nissim Zvili, merci Gilles William Goldman.